Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global que nous n'avons pas du tout eu le temps de préparer. Donc on va s'en pointer à toi, oui, moi j'ai pas eu le temps. Nous sommes le lundi 12 mai nous allons parler de Léon XIV et du pape et de la signification de cette élection qui a passionné les foules. Est-ce que Léon XIV sera un moderniste ou un traditionnaliste? Est-ce que c'est un pion de Donald Trump ou bien un grand résistant? Est-ce que c'est un mondialiste ou un patriote? On va évoquer tous ces sujets avec Édouard. On va se taper sur la figure, ça va nous changer. Et auparavant, je rappelle quelques points de publicité. Je vous le redis, le Courrier des Stratèges est un organe de presse, une société par action simplifiée, financièrement indépendante, avec des statuts déposés au tribunal de commerce, etc. Nous avons besoin de vos abonnements pour vivre et nous constatons que en moyenne 10% seulement de nos lecteurs sont abonnés à nos publications, donc n'hésitez surtout pas, c'est important, notamment parce que nous allons développer un certain nombre d'activités, de contenus spécifiques pour les abonnés, et on va commencer assez vite, donc ce sera l'occasion. On vous redit que le 24 juin, a priori, il y aura une soirée exclusive, les abonnés auront une réduction importante sur cette soirée, dans un restaurant parisien qui s'appelle chez Deriac, qui est un restaurant que j'adore. On y va tout à l'heure d'ailleurs, bon. Parce qu'il faut mettre au point les derniers éléments de l'organisation avec eux. Et pour un tarif modique, vous pourrez passer une soirée avec Édouard que vous adorez, avec Sophie de la Motte que vous adorez, avec moi que vous détestez, mais je promets, je me mettrai dans un coin. Bon, voilà. Tu charges les compliments là, hein? Non, c'est ma minute Calimero. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez la chaîne Patrimoine sur YouTube du Courrier des Stratèges, et puis abonnez-vous à notre fil Telegram, dont je mets voilà, ici juste là l'adresse, vous pouvez, c'est gratuit, ça prend 15 secondes de téléchargement si vous n'avez pas Telegram. Voilà, et puis soutenez-nous d'une manière générale. On va de toute façon lancer un certain nombre d'actions particulières en 2025-2026. Nous aurons besoin de votre aide, de votre soutien, de votre participation. Voilà, ça c'était la minute publicitaire. Maintenant, Léon XIV. Alors, élu un 8 mai. Élu un 8 mai. Donc comment il faut interpréter le... Parce qu'il y a des gens qui font de la numérologie, c'est 8 mai, c'est 8 plus 5 égale 13, et il a choisi 14. Oh là, c'est ça que tu veux dire? Non, même pas, c'est trop compliqué pour moi ça. Mais je suis peut-être pas assez affûté. Hein, tu as des progrès à faire. J'ai vu qu'il y avait des blogs effectivement qui publiaient des trucs sur des choses très compliquées comme ça, avec des chiffres. Tu ne maîtrises pas assez la gnose, mais... oui, mais le chrétien est antignostique par définition. On va y revenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu 4 tours de scrutin, premièrement. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait clairement un favori qui était à la fois celui des médias et celui de la curie, qui était le cardinal Parolin, numéro 2 de l'Église, secrétaire d'État du pape François, et c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères, en fait d'un Premier ministre du pape. Parolin, d'après les indiscrétions, normalement il ne devrait pas y en avoir, mais il y en a toujours, d'après les indiscrétions, Parolin a bien dominé le premier tour du vote, mais ensuite il n'a pas réussi à dépasser les 50, et je rappelle qu'il y avait 133 cardinaux qui votaient. Et alors il s'est passé un schéma assez classique, hein, qu'on connaît d'après ce qu'on arrive à reconstituer sur les différents votes, c'est qu'il y a 2 candidats qui se neutralisent, c'était Parolin et le cardinal Taglay, et à ce moment-là, il y en a un troisième qui petit à petit agrège les voix. Et ça a été donc le cardinal Robert Prévost. Taglay, c'est le Hongrois?
Non, 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 ça c'est R2. Taglé, c'est le Philippin. C'est celui qui ressemblait le plus au pape François, disait-on, et assez jeune, donc il peut très bien devenir pape un jour encore, c'est encore possible, mais il était, disons, le porte-étendard de ceux qu'on appelle les progressistes, et on disait que les conservateurs étaient sur la défensive et qu'ils allaient pour cette raison pousser Parolin comme un moindre mal. Sauf qu'il semble qu'il se soit passé des choses inattendues comme toujours dans les conclaves, et en particulier qu'on ait brisé un tabou qui voulait qu'il n'y ait jamais un pape américain. J'avais encore hier un bon ami américain au téléphone, un catholique fervent, et qui me disait je suis tombé de ma chaise quand j'ai appris la nouvelle, parce que moi, depuis que je suis petit, on me dit qu'il n'y aura jamais un pape américain parce que ça ferait trop, l'Amérique est trop puissante, et voilà. Et alors, c'est un Américain, il a la péruvienne, il a vécu plus de temps hors des États-Unis qu'aux États-Unis, mais on va certainement avoir à en parler. Et il semble qu'il ait fait la synthèse. Comme doit toujours faire un candidat qui va avoir une chance d'être élu, puisqu'il a été élu largement au-dessus des 89 voix nécessaires, d'après une autre indiscrétion, et il a rassemblé donc les suffrages et des conservateurs et des progressistes, et on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors, dans la pratique, si on peut revenir un tout petit peu sur son parcours quand même s'il a été débattu et rebattu depuis un certain temps, est-ce que tu peux nous dire, puisqu'il appartient en fait à la congrégation des Augustiniens? Oui, l'ordre de Saint-Augustin. L'individu le plus célèbre de l'ordre augustinien, c'est un certain Martin Luther, qui a quitté un jour l'ordre des Augustiniens, qui a défroqué pour avoir le destin que nous savons, c'est-à-dire qu'il a créé une église schismatique et il a fondé ce qu'on appelle le protestantisme. Bon, donc c'est un ordre célèbre, mais c'est surtout un ordre célèbre à cause de la référence à Saint Augustin, grand-père de l'église de la fin du IVe siècle, du début du Ve siècle, qui a écrit une œuvre considérable en latin et qui est considéré. Il était un Tunisien. Il était d'Afrique du Nord. On se rappelle que Rome était des deux côtés de la Méditerranée. Il a vécu quelques années à Rome et à Milan. Et puis il est retourné. Il a été évêque d'Hippone pendant, de mémoire, les 20 dernières années de sa vie. Et Saint Augustin, c'est un des plus grands auteurs de la littérature chrétienne. Il a laissé une œuvre considérable, des sermons, des traités. Et surtout, il a peut-être, dit-on, inventé l'individualisme occidental, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Les Confessions, qui est le récit de sa conversion au christianisme. Bon, alors, je profite parce que je ne suis pas un spécialiste d'Augustin, mais je te trouve un peu léger sur Saint-Augustin, alors, parce que je conseille à tout le monde les Confessions, même si je n'en suis pas un spécialiste, mais où Augustin raconte comment il est passé d'une vie de libertin à Tunis à une vie pieuse, parce qu'à l'époque ça y allait quand même, contrairement à ce qu'on croit. Donc c'est un livre intéressant. Moi je crois que l'individualisme, il l'a surtout inventé avec son magnifique soliloque, où en fait c'est, à ma connaissance, le premier livre de l'histoire de la littérature du monde où un personnage se parle à lui-même et se raisonne lui-même, que j'ai toujours trouvé magnifique, les soliloques. Mais tu es beaucoup plus chrétien que moi. Non, mais on parle du même auteur en l'occurrence. Oui, mais bon, bref, tout ça est anecdotique. C'est quoi la particularité, est-ce que tu peux nous dire en un mot, la particularité de la spiritualité augustinienne par rapport à la croyance de Monsieur Tout-le-Monde, à la foi du charbonnier? Qu'est-ce que Augustin a apporté dans son rapport à Dieu? Alors, il a apporté dans son rapport à Dieu l'idée que c'était... L'homme est libre, mais il ne serait rien si Dieu ne lui faisait pas don de sa grâce, c'est-à-dire si Dieu ne lui donnait pas de quoi se développer et de quoi le rejoindre. Et donc, il a en particulier lutté contre une hérésie qui s'appelait le pélagianisme et qui consistait à dire que c'était surtout nos bonnes actions qui nous méritaient une vie au paradis après la mort. Et lui dit, c'est pas qu'il ne faut pas faire de bonnes actions, au contraire, mais
vous ne feriez rien si vous n'aviez pas... il y a une telle disproportion entre Dieu et l'homme qu'il y a un don divin permanent et surabondant qui vous permet d'avancer. Dans la pratique, donc ce moine, parce qu'au fond il est moine avant d'être prêtre. Oui, alors c'est un ordre religieux, bien sûr. Religieux. Donc il a été élu. Il y a un grand débat pour savoir si c'est un moderniste ou un traditionnaliste. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors je pense d'abord qu'il a été extrêmement politique. Moi je suis frappé par son sens du mot, du moment. Et donc je crois qu'il a... alors son prédécesseur était jésuite, mais en l'occurrence, on dit que les jésuites sont particulièrement adroits en matière diplomatique. Je trouve qu'il a fait preuve d'une diplomatie quasi jésuitique, puisqu'il a beaucoup répété qu'il était le continuateur du pape François, qu'il trouvait que l'église synodale c'était très bien. Il n'empêche que sa première allocution devant le monde, quand il apparaît sur la loggia, elle est très, on va dire, conservatrice, elle est très classique, très traditionnelle. Il commence par parler de Jésus-Christ, 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 alors que le pape François parlait beaucoup de l'engagement du chrétien, du monde, et le pape François était beaucoup plus politique que spirituel, et lui, visiblement, c'est d'abord un spirituel. Il a fait, est-ce que tu peux nous résumer les premières sorties, entre guillemets, les premières prises de parole qu'il a eues, parce qu'il a eu des mots qui, moi, m'ont un peu perturbé, qui m'ont surpris, et qui m'ont plutôt donné le sentiment qu'il était assez tradit quand même. Alors, d'abord, le premier thème, ça a été la paix. Parce qu'il a été élu le 8 mai, parce qu'il est comme François ou les deux prédécesseurs, même depuis Jean XXIII, le thème de la paix est fondamental dans l'enseignement des papes. Il a ensuite, moi ce qui m'a frappé, c'est sa piété mariale affichée, une grande révérence pour la Vierge Marie. Je n'avais pas le souvenir qu'un pape avait fait prier l'Ave Maria par les fidèles rassemblés lors de son allocution inaugurale. Alors, il faut ajouter que c'est relativement récent que les papes fassent autre chose que venir saluer la foule. Le premier qui a brisé le hiératisme de la première présentation, qui consistait juste en une bénédiction, à ma connaissance, c'est Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II qui, le premier, a fait un discours, mais Jean-Paul II était resté relativement sobre, et là, le pape Léon a mis 1h15 à arriver sur la loggia, et on dit que c'est parce qu'il a demandé le temps pour écrire lui-même l'allocution qu'il a prononcée. La troisième chose, effectivement, qui m'a frappé, c'est qu'il a beau se réclamer de l'héritage du pape François, il a parlé essentiellement de l'Église, de la hiérarchie ecclésiastique, de l'héritage spirituel, et il a assumé une confrontation entre le monde et l'Église, lorsque, dit-il, on se moque du Christ ou on ne prend pas au sérieux le message de l'Église. Moi j'ai retenu qu'à un moment donné, il a dit, mais je parle vraiment sous ton contrôle, est-ce qu'il a eu une phrase du genre, en fait le matérialisme de notre époque bien sûr. Provoque le recul de l'esprit, quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est quand même assez traditionnaliste comme position. C'est chrétien, on va dire. C'est ce que dit effectivement, c'est ce que disait Jean-Paul II, ce que disait Benoît XVI, qu'on avait un peu oublié avec le pape François. Mais effectivement, il l'a assumé. Alors, il a parlé du matérialisme, il a parlé de la technique, il a parlé de l'individualisme, il a parlé du plaisir, effectivement. Bon, c'est un enseignement chrétien assez classique, hein, je pense. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle traditionnaliste. Ça se réfère à la tradition de l'Église, mais l'idée que l'esprit doit l'emporter, c'est chrétien. Alors, dis-nous pourquoi, puis après j'aimerais bien qu'on parle de pourquoi il s'appelle Léon. Dis-nous pourquoi, est-ce que tu peux nous replacer ce débat sur c'est un moderniste ou un mondialiste ou pas? Alors, il a été collaborateur du pape François. Ce qui est intéressant dans sa nomination, dans son élection, mais il y avait des
condition, précondition à son élection. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est un cardinal relativement récent. Ça ne faisait que 18 mois qu'il était cardinal, donc c'est très jeune, hein, comme c'est un jeune cardinal. Il a 69 ans, mais il n'est cardinal que depuis 18 mois. Et c'est le pape François qui l'a fait monter, de facto. Comme il en a fait monter un certain nombre. Comme il en a fait. Il a fait des wagons de cardinaux. Alors, il y a tous les cardinaux qu'il a nommés, ça c'est une chose, mais en plus, au sein de la curie, on a dit pendant longtemps justement que le secrétaire d'État Parolin c'était le favori de François lui-même et que c'est pour ça que François l'avait laissé en place aussi longtemps. Or, il a fait monter dans les 18 derniers mois le cardinal Prévost. Et c'est intéressant parce que ça prouve une forme de continuité de l'Église et puis de mouvement qui dépasse. Parce que, alors, était-il attendu ou pas ? Il y a un site qui s'appelle le Papabile Index, qui avec des coefficients classait les cardinaux, les 133 électeurs, par leur chance d'élection. Mais ceci depuis des mois. Hein. Et on a vu Robert Prévost monter régulièrement. Il est même monté à la première place il y a 3 mois. Et puis il était redescendu à la 4e place selon cet index. Alors cet index vaut ce qu'il vaut. J'ai trouvé ça intéressant parce que moi ça correspondait à ce que j'avais repéré. C'était qu'il était dans le 2e cercle des papabilés. Il y a eu un article du New York Times par exemple il y a 3 mois sur lui. Il y a eu des médias catholiques aussi qui l'ont mentionné. Et chacun arrivait à l'idée mais c'est peu probable qu'on ait un pape américain. Voilà. Alors ensuite, il a été très politique. Certains, chez les conservateurs, lui reprochent d'avoir travaillé avec François. En plus, il était à un domaine clé. Il était au dicaster, c'est-à-dire c'est un ministère qui s'occupe de la nomination des évêques. Donc on dit, bah, vous voyez, il était très proche. La DRH. Voilà, la DRH de l'Église. Il était très proche du pape François. En fait, il était absolument ami avec lui, etc. Alors il y en a qui font remarquer que d'ailleurs Saint François d'Assise, son premier compagnon s'appelait Léon, donc voilà, ça alimente ce discours. Et donc il a été très attaqué par les conservateurs. D'ailleurs ça m'a amusé parce qu'après l'élection, parce que chez les conservateurs américains qui avaient fait beaucoup de bruit à Rome, qui avaient fait campagne pour le cardinal Sarah ou pour d'autres, tout d'un coup ça a été silence radio pendant quasiment 24 heures. Alors parce qu'il y a eu cette rumeur que des donateurs américains avaient débarqué à Rome pour influencer le conclave. J'en ai parlé la semaine dernière dans un article que j'ai fait. Alors, il y avait une coïncidence, c'est-à-dire qu'il y a une campagne annuelle des donateurs américains qui viennent faire leur Pâques à Rome et qui restent 1 semaine à 10 jours pour faire le tour d'un certain nombre de cardinaux amis et leur proposer de l'argent. Alors il se trouve qu'il y avait une coïncidence puisque le pape François est mort un lundi de Pâques et donc ils sont restés. Alors ils sont restés avec une certaine ambiguïté, d'autant plus qu'on a eu des épisodes comme la photo de Donald Trump qui s'habillait en pape. Qui sème le trouble. Voilà, tout à fait. Et ils ont fait beaucoup alors ils n'ont pas donné de nom. Mais ensuite, il y a des journalistes, il faudrait demander à Solène Tadier, elle doit en connaître un certain nombre, qui discrètement faisaient campagne. Moi, j'ai reçu par exemple une pétition me demandant de signer sur change.org, me demandant de signer pour que on pousse la candidature de Sarah auprès du conclave. Je trouve ça, d'ailleurs, ça revient au temps originel de l'Église, où les évêques étaient nommés par acclamation, par le peuple qui les portait. Donc ça m'a... alors je précise, oui, j'ai beaucoup d'admiration pour le cardinal Sarah, mais je n'ai pas signé pour une raison très simple, c'est que il a 79 ans et je pense que je pensais qu'il fallait quelqu'un de plus jeune pour l'Église et puis je pense que le cardinal Sarah avait été trop pris dans les controverses autour de François. Il avait co-signé un livre avec Benoît XVI qui critiquait certaines mesures de François et donc je pense qu'il fallait sortir de ça, il fallait aller au-delà pour ramener l'unité dans l'Église. Et c'est bien ce qu'a été le réflexe des cardinaux, puisqu'ils ont porté quelqu'un qui visiblement plaît à tous les partisans de François, mais qui est aussi
la rumeur urbaine dit, la rumeur romaine dit qu'il a rencontré le cardinal Burke, qui est un cardinal américain, très longuement, quelques jours avant le conclave. Et j'ai été frappé par le caractère très chaleureux du message d'après-élection du cardinal Burke, qui était plus qu'une félicitation polie. Mais Burke n'est pas un moderniste. Au contraire, au contraire. Donc ça veut dire que le cardinal Prévost a été assez politique pour avoir des voix des deux côtés, et beaucoup de voix des deux côtés, premièrement. Deuxièmement, je pense que ça correspond à ce qu'il est profondément. On disait c'est un moine augustinien. C'est pas l'ordre connu pour avoir été le plus progressiste, moderniste ces 40 dernières années dans l'Église. Et ça frappe à chaque fois qu'on le voit intervenir. Par exemple, hier sur la loggia de Saint-Pierre, il a chanté d'une voix puissante le Regina Coeli en latin, et il l'a récité dans la forme complète, c'est-à-dire avec 3 gloires à Dieu pour le finir. Bon, alors au passage, donc on retient de ce que tu nous dis qu'au fond, Léon XIV n'est pas le produit de la diplomatie Trump. Alors, on peut se poser la question, hein, j'ai un peu traité ça dans un article, on en a parlé ensemble. Moi, j'avais plutôt le sentiment que Trump avait été contre-productif à vouloir absolument pousser, et même la visite de J.D. Vance à François 2-3 jours avant la mort de François. Alors il ne pouvait pas savoir que c'était 2-3 jours avant la mort de François, mais elle a été perçue comme intrusive. Donc je me disais, ça va plutôt pousser les cardinaux à choisir un autre candidat. Là-dessus, il y a quand même quelque chose sur quoi il faut s'interroger, c'est le rôle du cardinal archevêque de New York, Dolan, qui est un conservateur dont certains disent qu'il est plus proche de Trump que d'autres évêques américains. Tout est relatif, mais il a vraisemblablement fait basculer une partie du conclave, mais on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. À partir de là, on peut aussi imaginer que le collège des cardinaux, intuitivement, ait fait un autre raisonnement. C'est de se dire, un Américain, ben finalement, est-ce que c'est pas la meilleure chose si vraiment il y avait une poussée de Trump? C'est vrai qu'il y a un catholicisme, on voit bien J.D. Vance, un catholicisme assez militant qui vient des États-Unis. Est-ce que c'est pas le mieux un Américain pour maîtriser un autre Américain? Ça peut être le raisonnement aussi qui a été fait par le collège des cardinaux. J'ajoute tout de suite qu'il a l'avantage de n'être pas seulement américain, il est sincèrement et authentiquement péruvien aussi. Il a pris la nationalité péruvienne, il a passé 20 ans en mission au Pérou, on ne l'a pas beaucoup vu dans les médias, mais il suffit de regarder les réseaux sociaux, les Péruviens disent « Ah, on a un pape péruvien ». Alors, je crois que c'est le Financial Times, après on parle de Léon, c'est le Financial Times de mémoire ce matin qui disait « Trump n'est plus l'Américain le plus important, maintenant c'est Léon XIV ». C'est quand même le signe que l'Église catholique, malgré tout ce qu'on en dit, est une force géopolitique au moins aussi importante que ce qu'était le patriarche de Constantinople à la fin de l'Empire byzantin. Ça reste un élément géopolitique. Alors, ce que tu dis est d'autant plus important que je crois qu'il y avait une forte poussée des cardinaux européens pour faire revenir, après le pontificat latino-américain, pour faire revenir... Un Italien. Ou au moins un Européen. Par exemple, le Hongrois R2, à un moment, on a dit qu'il avait des chances. Il paraît qu'Aveline a eu des voix. Aveline a eu des voix aussi, oui. Alors ensuite, je pense que les cardinaux n'ont pas le droit de raconter, mais un cardinal nous raconterait qu'il y a eu un processus assez classique, c'est que pour étouffer le Paroline, on a d'abord dispersé les voix. Et puis ensuite, ça crée un effet psychologique. Le nombre de candidats pour lesquels on vote se resserre, et celui qui était le favori apparaît comme moins puissant que ce qu'on croyait, puisqu'il ne progresse pas, alors qu'il y en a d'autres qui montent. Voilà, ça c'est une ruse habituelle des cardinaux lors des conclaves, puisque les conclaves, bien sûr, sont menés par l'Esprit Saint, mais avec beaucoup d'intelligence humaine des cardinaux. Et donc, pour revenir à ça, il y avait cette idée de le faire revenir en Europe, et si possible en Italie. Alors, il y avait une autre interrogation qui était d'avoir un pape africain ou un pape venu d'Asie.
le Philippin Taglé, ou bien un Africain plus jeune que le cardinal Sarah, par exemple le cardinal archevêque de Kinshasa avait des chances à un moment. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les cardinaux ont choisi un américano-péruvien, et donc pas d'Européens, pas d'Asiatiques, pas d'Africains. Il y a une intelligence collective dans un conclave, hein, donc ils ont fait un choix, on peut le gloser après, mais toujours est-il qu'il était inattendu, comme souvent, comme en 78, personne ne s'attendait à ce qu'un Polonais soit élu. Bon, c'est pas comme les JO où on s'arrange pour que ça change de continent à chaque fois, là quand même c'est 2 fois de suite un Américain. Pourquoi Léon... Alors, j'ai vu ce matin, j'ai lu, j'ai écouté un extrait en italien, d'ailleurs je trouve qu'il a une très belle voix ce pape. Ratzinger aussi, il avait une très belle voix. Donc le Léon XIV explique pourquoi il a choisi Léon, et il dit clairement, c'est à cause de Léon XIII, l'encyclique Rerum Novarum, qui est une source d'inspiration, puisque Rerum Novarum, tu vas nous en dire quelques mots, a été écrit dans le contexte de la révolution industrielle, de la deuxième révolution industrielle, deuxième ou troisième, je ne sais plus où on en était à cette époque-là. Et au fond, nous allons vivre une 4e révolution industrielle, dit Léon XIV, qui est celle de l'intelligence artificielle, et nous devrons l'aborder, l'approcher, la conquérir d'une certaine façon, en nous inspirant des principes de Rerum Novarum. Est-ce que tu as entendu ça, toi ? Alors, il a effectivement, c'était lors de sa rencontre avec les cardinaux, il a eu une réunion de travail avec les cardinaux samedi, et il a dit très précisément, parmi les nombreuses raisons qui m'ont fait choisir ce nom, je vais mentionner la principale. Donc c'est celle qu'il a mise en avant. Après on pourra en voir d'autres, mais celle qu'il a mise en avant, et effectivement son idée c'est qu'il faut que l'Église soit capable de parler de ce que devient l'humanité dans un monde qui serait dominé par l'intelligence artificielle. Alors la référence à Léon XIII, c'est Rerum Novarum, l'encyclique, c'est-à-dire la lettre pontificale envoyée à l'Église universelle de 1891, et qui a fondé ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, enfin, la formulation de la doctrine sociale de l'Église, avec effectivement à cette époque un texte qui était favorable à l'entreprise et à la liberté d'entreprendre, mais très critique des formes contemporaines du capitalisme, d'une part, et d'autre part, très critique du socialisme dans ce qu'il impliquait comme réponse au capitalisme de l'époque. Alors c'est un texte qui a beaucoup marqué, parce que c'était, à ma connaissance, la première fois qu'un pape entrait à ce point dans une réalité socio-économique. Et en 1931, Pie XI a écrit une encyclique pour commenter Rerum Novarum et l'adapter, qui s'appelait Quadragesimo Anno, la 40e année après Rerum Novarum. Et en 1991, Jean-Paul II a fait une encyclique aussi qui s'appelle la 100e année, voilà, qui complète la réflexion. Mais les 3 encycliques dont nous parlons ont été conçues dans un monde d'avant la révolution numérique, où Jean-Paul II, juste au seuil de la révolution numérique, et son idée plutôt de Jean-Paul II, dans son texte de 1991, de mettre plus en valeur la liberté d'entreprendre que ça n'avait été fait par ses 2 prédécesseurs, et de réfléchir sur la liberté, et par opposition au socialisme réel, comme on disait, qui venait de s'effondrer. Alors que là, Léon XIII nous annonce une réflexion fondamentale. Je pense qu'en même temps, il ne va pas publier une encyclique demain. Ça va prendre plusieurs années. De 2031 pour faire le... Alors je pense qu'il le fera avant. Je ne sais pas combienième anniversaire. Parce qu'il a beau se penser entre les mains de Dieu, il sait qu'il n'est pas éternel. Non, mais il ne peut pas rater cette occasion, quoi. Voilà. Mais en tout cas, peut-être qu'il y aura 2 encycliques. Hein. Je rappelle que Léon XIII, son modèle, a publié 86 encycliques. Léon XIII était encore plus que Jean-Paul II, c'était j'allais dire un staccanoviste, je ne sais pas si l'expression est appropriée, de la publication des encycliques. Léon XIII n'était pas complètement un moderniste non plus.
Non, c'était un homme, c'était un catholique, c'est-à-dire il n'était ni ancien ni moderne, il était les deux à la fois. Et alors, au passage, je donne une anecdote. Léon XIII est un des premiers chefs d'État ou souverains qui a été filmé. On a quelques images filmées de lui. Mais c'est plutôt le côté moderne de Léon XIII qui se dit on peut être filmé, je vais me faire filmer. Mais par ailleurs, il a été très strict sur la doctrine. Alors ça nous amène aux autres raisons. Léon XIII, j'aimerais bien qu'on finisse sur Rerum Novarum, puisque on va donner les autres raisons après, mais il y a quand même un sujet, c'est-à-dire que ce que Léon XIV dit avoir repris de Rerum Novarum de Léon XIII, c'est majoritairement cette idée qu'il doit y avoir une dignité dans le travail, qu'au fond, la liberté du marché ne peut pas être excessive. Je caricature ce qu'est la doctrine sociale de l'Église, mais il y a beaucoup de ça. Ça a beaucoup fondé le patronat chrétien. C'est l'origine de la démocratie chrétienne. Tout à fait, bien sûr. L'idée que s'il faut une liberté dans le travail, il faut quand même qu'il y ait des lois protectrices des plus faibles et qu'il y ait un patronat soucieux de valeurs chrétiennes. C'est comme un peu ça, je résume à très grand trait. Un point d'équilibre entre le marché et des principes moraux et sociaux, un point d'équilibre entre le travail et le capital, etc. Alors ça peut sembler utopique, mais alors je vais donner un autre exemple. Lorsque De Gaulle se réclame de la participation, en fait De Gaulle reprend une des réflexions tirées de Rerum Novarum. Oui, mais on dira que De Gaulle s'occupe de participation en 69, c'est-à-dire juste avant de quitter le pouvoir, et pendant des années, au fond, il a laissé faire. Mais dans cette affaire, quand même, Édouard, on a donc une question, c'est-à-dire qu'au fond, ce que dit Léon XIV, c'est qu'il a bien l'intention de s'occuper d'affaires socio-économiques, comme Jean-Paul II avait pu le faire d'ailleurs. Tout à fait. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il reprend l'expression 4e révolution industrielle à propos de l'intelligence artificielle. C'est quand même une expression à laquelle Klaus Schwab a dédié un livre. Est-ce que, au fond, Léon XIV ne va pas faire une synthèse entre la pensée d'un mondialiste, Klaus Schwab, je le redis, beaucoup de gens ont une représentation de Klaus Schwab qui est fausse, enfin j'ai écrit un livre sur le sujet, donc je vois à peu près de quoi je parle. Klaus Schwab, dans le Great Reset, qui n'est pas la 4e révolution industrielle, qui est le livre qu'il a écrit. Il avait écrit avant un livre. Il avait écrit avant la 4e révolution industrielle, mais dans The Great Reset, Klaus Schwab, il dit si on veut que tout se passe bien, il faut que les États reprennent le pouvoir sur l'économique et il faut qu'il y ait des politiques sociales généreuses pour indemniser les gens d'une certaine façon, les calmer, parce qu'ils vont perdre leur job à cause de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'au fond, la ligne de Léon XIV ne va pas, je ne dis pas qu'elle va dire la même chose, mais ne va pas repartir de la même problématique? Alors, je pense que le point de départ va être où en est la doctrine sociale de l'Église. Et ça, c'est indépendant de Klaus Schwab ou d'un autre. Il y a un compendium de la doctrine sociale de l'Église, un document qu'on peut trouver sur le site du Vatican, et dans lequel la doctrine sociale est condensée, avec les références à chaque fois, puisque après Léon XIII, ça a été développé par les papes successifs. Un pape dont on ne parle pas en l'occurrence là-dessus, mais c'est Pie XII. Pie XII qui avait énormément d'intérêt pour tous les sujets sociaux, économiques, scientifiques, techniques, et qui était en plus un esprit extrêmement bien formé, comme Léon XIII ou comme Jean-Paul II. Eh bien, il a beaucoup publié sur le sujet. Donc je crois que, logiquement, l'Église est une institution qui s'appuie sur une tradition et elle va repartir de ces textes-là. Alors ensuite, quelles seront les influences? Est-ce que des gens de Davos auront de l'influence? Est-ce que des représentants du catholicisme social d'aujourd'hui, qu'ils soient américains, nord-américains ou européens, auront de l'influence, etc. Bon, il y a une académie pontificale des sciences, il y a vraisemblablement pour une encyclique, comment est-ce que ça s'écrit? Il y a d'une part des prélats, des cardinaux ou des clercs qui sont chargés de faire les premières trames, mais il y a aussi des groupes d'experts qui sont réunis quand il y a un sujet de ce type. Donc je crois que c'est comme ça que ça va se passer. Ensuite, ce que sera le résultat, pour l'instant, il n'a rien dit d'autre que j'ai l'intention de...
Alors, les autres raisons pour lesquelles il a choisi Léon? Alors, je pense que Léon XIII, c'est le pape de l'ouverture à la démocratie de l'Église. On se souvient par exemple du ralliement à la République. Et donc, il a quand même écrit cette horrible encyclique Humanum Genus, qui ne déborde pas d'amour pour la démocratie, qu'il considère comme l'œuvre de Satan, quand même, un peu. Si tu caricatures, mais... Certes, je caricature, mais non, mais pas loin quand même. Pour la Révolution française, et dans ce qu'elle avait d'anti-catholique et d'anti-chrétien, voilà, je veux dire. Le conflit, il était celui-là à l'époque. C'était en fait entre la conception de la liberté chrétienne et le libéralisme, dans le sens où il était... maçonnique. Non, j'utilise pas ces mots-là, mais c'est utilisé dans l'encyclique dans la mesure, par exemple, où il était conditionné par la philosophie de Kant, qui est une philosophie qui tronque et la raison et la liberté humaine. Donc voilà, je pense que c'était ça le débat de l'époque. Parce que j'ai relu Humanum Genus ce matin, en fait. J'ai quand même préparé un truc, j'ai relu Humanum Genus, qui est une encyclique qui m'est restée en travers de la gorge. Et Humanum Genus, dans Humanum Genus, Léon XIII dit clairement que, alors lui il attribue ça aux francs-maçons, qu'il appelle une secte, pourquoi pas, mais c'est pas le sujet. Il dit, les francs-maçons sont donc l'œuvre de Satan, blablabla, et ils ont une conviction, c'est que c'est la raison qui doit guider l'homme et pas la révélation. Et c'est pratiquement le verbatim, évidemment la phrase est plus longue, mais d'ailleurs dans cette encyclique, Léon XIII dit donc il y a des francs-maçons qui font semblant de croire en Dieu, mais en réalité ils acceptent parmi eux des gens qui remettent l'existence de Dieu en cause et qui au fond considèrent que bien la vie ne doit pas être guidée par la révélation, mais par la raison, la libre raison. C'est quand même une phrase complexe à avaler. Mais c'est la façon de formuler de l'époque, mais le même Léon XIII est celui qui a mis en avant saint Thomas d'Aquin, le thomisme, qui est un rationalisme chrétien. Et donc, quelle est la différence? Ce qu'il veut dire là, c'est la raison qui ne se référerait pas effectivement à la révélation, c'est ce qu'il dit. Voilà. Et de même, saint Thomas, c'est la raison, c'est la raison qui se réfère à la foi. Mais en fait, saint Thomas, l'expression est inverse, c'est la foi qui cherche intellectum, qui cherche l'intellect, donc qui cherche à s'expliciter. Voilà. Donc, effectivement, on peut avoir un débat là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il y a suffisamment aujourd'hui de catholiques traditionnalistes qui en veulent encore à Léon XIII pour le ralliement, parce que il aurait trahi la monarchie, il aurait... Bon. Non, il a fait quoi? Il a dit aux catholiques français à l'époque, jouez le jeu de la République, rentrez-y et transformez-la de l'intérieur. Et d'ailleurs, ça a fait tellement peur aux républicains qu'en 1905, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, qui était la réaction. Bon, et après ça, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la montée de la démocratie chrétienne, les rapports entre les rationalistes ou les libéraux et les catholiques se sont apaisés, et ça donne des points d'équilibre comme ceux de Pie XII ou de Jean-Paul II. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Léon XIV, il va inverser le point de vue. Il vit dans un monde où la démocratie est menacée partout. Et elle n'est pas menacée simplement par le système chinois, elle est menacée aussi, nous le savons bien, en Occident. Et donc moi j'imagine, peut-être que je me trompe, mais j'imagine qu'il va défendre un certain nombre de principes face à la poussée justement de toutes les tentations antidémocratiques en particulier dans le bloc occidental. Et puis alors, je le citais à l'instant, il me semble qu'il va y avoir, moi ma première réaction quand j'ai entendu son allocution sur la loggia de Saint-Pierre, ça a été de dire « Ah, on a à nouveau un théologien sur la chaire de Saint-Pierre ». C'est pas gentil pour le pape François, mais le pape François était quand même pas un très bon théologien. C'est pas faire offense à sa mémoire,
mémoire que de dire ça. Et donc on a à nouveau un théologien solide, et donc la référence à Léon XIII, ça, il ne le dit pas, parce qu'il ne va pas susciter de polémique tout de suite, mais la référence à Léon XIII, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Et je pense qu'on va voir revenir non seulement saint Augustin, mais saint Thomas d'Aquin beaucoup, et en particulier ce qu'a fait le pape Léon XIII, c'est qu'il a rappelé aux séminaristes qu'il fallait se former bien en théologie, et donc il a imposé la lecture de saint Thomas d'Aquin dans tous les séminaires de l'Église universelle. Alors on a parlé aussi de Léon, ennemi d'Attila. Alors, c'est le grand Léon, le premier, Léon Ier. Léon, pas Léon, de Bruxelles, mais de Rome. Léon Ier. Alors, effectivement, de toute façon, il y a eu 13 Léons avant le 14e. Et le fondateur, alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, le fondateur, Saint Léon le Grand, qui vient une vingtaine d'années, une trentaine d'années après, après Saint Augustin, vers 450. Et alors, c'est un très grand pape sur le plan doctrinal aussi. C'est celui qui a trouvé les formulations pour parler de l'incarnation, c'est-à-dire que le fait que le Christ est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu dans la doctrine chrétienne, et donc il est connu pour ça, d'une part, le vrai homme uni au vrai Dieu, la formulation de Saint Léon le Grand que tout séminariste apprend en première année, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement il est connu parce que il est allé face à Attila, il est sorti de Rome pour faire face à Attila, un peu comme Sainte Geneviève s'est mise sur à peu près à l'endroit où aujourd'hui il y a sa statue derrière Notre-Dame. Eh bien, Léon le Grand est allé face à Attila. Bon, Attila était un peu épuisé, je vais faire preuve d'irrespect, mais il était un peu fatigué, et apparemment Léon le Grand a eu des mots suffisamment énergiques pour le convaincre de faire demi-tour et de ne pas piller Rome. Tu vois, tu es très désagréable avec Attila. Et donc, tout ça quand même pour dire que, de ton point de vue, pour essayer de faire une synthèse de ce qu'on commence à percevoir, mais c'est encore embryonnaire, flou et changeant, est-ce que Léon XIV va être un grand pape traditionnaliste? Alors moi je vais faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. En 1978, le système soviétique était entré en crise. Et les cardinaux ont élu un pape polonais qui connaissait ce système de l'intérieur et qui a aidé à finalement à sa fin relativement pacifique. Bon. Sa désagrégation. Eh bien moi je fais le pari que le système occidental est en crise et le collège des cardinaux a eu un réflexe un peu le même. C'est-à-dire face à la crise des États-Unis, au déclin de l'Occident, eh bien, ils ont élu un pape américain, mais qui connaît de l'intérieur et qui n'est pas du système, et qui est capable de le critiquer, et qui va aider ce système à aller vers son point de rupture de manière plus pacifique, sans doute, que ce qu'on pouvait penser il y a quelque temps. Mais il a dit du bien des immigrés. Il a critiqué Donald Trump et J.D. Vance. Il a dit qu'on ne pouvait pas traiter les étrangers, quoi qu'on pense sur le fond d'une politique, on ne pouvait pas traiter les étrangers comme il le faisait. Par ailleurs, c'est un Américain qui a choisi la nationalité péruvienne. Et il a eu cette formule, il a dit l'important n'est pas d'où nous venons, mais où nous allons. Et il a dit quand même que Poutine n'avait pas été très gentil d'envahir l'Ukraine. Exactement. Voilà. Bon, alors on verra ce que ça donne. Je suis sûr qu'on n'a pas fini d'arrêter de parler de ce pape, puisque en fait, voilà, c'est ce que le Financial Times de mémoire disait. Maintenant, il y a un Américain plus important que Trump. En fait, les cardinaux ont pensé au bien de l'âme, au salut de l'âme de Donald Trump, et ils lui ont imposé une leçon d'humilité. Wait and see, comme. On en profite pour dire, donc, pour rappeler le programme de la semaine. D'abord, moi, je vais faire quelques articles quand même, notamment pour signaler les positions du grand économiste Nouriel Roubini sur la politique économique de Trump, et il a sorti un article extrêmement intéressant sur l'échec prévisible de Trump et la grande réussite prévisible de l'économie américaine grâce à l'IA qui, selon lui, va rapporter au moins 4 points de PIB. Je vais en parler, et des conséquences que Roubini pointe pour l'Europe, qui est absente du sujet. Roubini, il avait entre autres annoncé la crise des subprimes. 2008. Ouais. Voilà. Roubini est connu parce qu'il avait annoncé la crise des subprimes. Et puis dans nos émissions de la semaine, demain vous retrouverez Sophie de Lamotte. En réalité, on a déjà
enregistrer l'émission, elle était très remontée. J'ai dû lui donner une pilule. Donc Sophie Lamotte qui nous parle loi sur l'agriculture, c'est important, et qui reparle d'euthanasie, c'est aussi très important. Mercredi, on fera un stratégone à moins vie, on va devoir reparler de l'Ukraine, puisqu'on sera en plein boom sur l'Ukraine. Mais boom, le terme est un peu douteux. C'est un sujet explosif. C'est une blague. On fera quand même une émission aussi sur le Proche-Orient, puisqu'il paraît que Trump va reconnaître l'État palestinien lors de son voyage en Arabie Saoudite. C'est la rumeur qui circule, il y a des pour, il y a des contre sur la véracité de cette rumeur, mais je fais un article déjà cet après-midi, mais il faut qu'on en reparle dans le détail. Il semble que le torchon brûle entre Netanyahou et Trump, cette fois-ci de manière très sérieuse, et puisque Trump a prévu de ne pas s'arrêter en Israël lors de son voyage au Proche-Orient, et il y a surtout une convergence de tout l'establishment américain, démocrates comme républicains, pour dire maintenant Netanyahou ça suffit. Entre-temps, donc moi je ferai quelques papiers, mais je vais voir si je le fais pas. Quelques papiers sur les annonces que Emmanuel Macron devrait faire mardi soir sur un référendum, notamment sur l'euthanasie, toujours, mais sur d'autres sujets. Bon, il essaye de reprendre la main. On reparlera sans doute du marché de l'énergie également. Et puis, on aura, comme d'habitude, jeudi, Ulrike Reisner qui nous parlera de la situation en Allemagne, j'en suis à peu près sûr, puisque le chancelier Merz prend ses marques avec beaucoup de souplesse. Souplesse, oui, enfin, il a eu du mal, hein. Il y a eu un faux départ, on va dire. Oui, mais enfin, l'essentiel, c'est l'arrivée. Et puis voilà, retrouvez-nous sur le Courrier des Stratèges. À bientôt, mes amis.